Bonjour les communautés FEA. Avec moi aujourd'hui notre ambassadeur Antoine Mercier. Donc Antoine, comment ça va? Ça va super bien, Evelyne. Très hâte de présenter notre invité du jour. Oui, en effet, nous avons avec nous aujourd'hui, en cette belle journée d'hiver, une professeure que vous avez eue ou que vous risquez d'avoir dans l'un de vos cours de marketing, Annie Guérard. Donc Annie, comment vas-tu? Bonjour Evelyne, bonjour Antoine. Je vais très bien. La fin de session approche, toujours un moment un petit peu paniquant / heureux. Un peu chargé. Paniquant parce qu'il faut rendre les Ouais. choses, faire les examens finaux, et heureux parce qu'on voit les vacances approcher avec un brin de nostalgie à quitter nos étudiants. C'est un heureux mélange d'émotions. En effet, c'est toujours la période de... C'est le dernier bout. C'est le dernier droit. Mhm. Donc, je vais commencer avec la première question. Annie, ton enseignement se démarque par ton dynamisme et ta bonne humeur. Parle-nous un peu de ton parcours et comment tu es devenue professeur au HEC. Merci d'abord pour le compliment. Je le prends avec beaucoup d'humilité, je vais dire ça comme ça. Je vais le prendre avec beaucoup d'humilité parce que j'enseigne comme j'aurais voulu qu'on m'enseigne. Maintenant, comment j'en suis venue à l'enseignement? Ben moi, j'ai un parcours un peu, je dis atypique, mais je pense qu'il n'y a pas de rang de parcours typique. Donc, moi, j'ai un baccalauréat en relations publiques que j'ai fait à l'UQAM. Et pendant mon bac, j'ai découvert une matière qui s'appelle marketing. Je suis tombée en amour avec cette matière-là. À l'époque, la notion de communication, puis je parle à l'époque, mon Dieu, comme si j'avais 100 ans, mais ça fait presque 20 ans, la notion de communication marketing n'existait pas. Donc, c'était davantage ce qu'on appelait le mix communicationnel marketing, puis les relations publiques en faisaient un peu partie. Puis moi, je me suis intéressée à la place que les relations publiques prenaient dans cet écosystème-là de communication, ce qui m'a amené justement à creuser au niveau du marketing puis à vouloir en faire ma maîtrise. Puis de fil en aiguille, j'ai enseigné à Sherbrooke. Puis un jour, l'UQAM m'a appelé parce que j'avais un de mes amis qui enseignait à l'UQAM qui avait besoin de monde. Puis j'ai commencé à enseigner à l'ESG. Puis là, un jour, j'ai reçu un appel qui allait changer ma vie. HEC m'a appelé. Donc, moi, j'étais en train, comme vous l'avez vu, j'ai jamais étudié à HEC, mais ma soeur est diplômée de HEC, ma soeur est diplômée du programme comptable. Et donc, HEC m'a appelé pour prendre le relais sur un poste de maîtrise. Puis, tu sais, j'ai dit souvent la blague à mes étudiants, tu sais, mon premier chum, ça a été l'UQAM. Je me suis mariée à Sherbrooke, puis là, je l'ai quitté pour mon amant. Puis mon amant, c'est HEC, tu sais. Puis HEC, là, c'est là que j'ai trouvé mon X. Puis c'est vraiment ça. Puis j'étais bien dans cet univers-là. Puis je pense qu'ils ont compris également que j'étais bien chez eux. Donc, avec les années, ben moi, j'avais lâché ma pratique courante pour ne faire que de l'enseignement. J'avais eu cette opportunité-là qui s'était présentée aussi, puis c'est ce que vraiment j'aimais le plus faire. Puis, en fait, HEC m'a permis de tout ramener ça ensemble, c'est-à-dire de gérer des produits, parce que moi, je gère le cours d'introduction au marketing à HEC, je gère le DSS en communication marketing à HEC. Donc, je gère des produits, j'étais en refonte de produits actuellement, puis j'enseigne, ce qui est ce que j'aime le plus faire. Donc, depuis 3 ans maintenant, je suis maître d'enseignement ici, ce qui fait que j'ai un poste à HEC, j'ai signé à vie. C'est fini. Mais là, tu nous parles, puis on voit que tu as un parcours bien rempli, que tu as enseigné dans beaucoup d'universités. Ce serait quoi, disons, tes plus grandes fiertés personnelles, puis inversement, comme les plus gros défis que tu as eu à relever? Ben, si vous me permettez de tourner ma caméra, mais mes plus grandes fiertés personnelles sont là. Ah, Donc, C'est mes plus qui? grandes fiertés, c'est évidemment mes enfants. Mais par rapport à ma carrière, tu sais, moi, je trouve, puis souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent me voir sur ça. Tu sais, on dirait que j'ai eu comme un rôle sideline de conseiller d'orientation, des fois. Mais pour moi, là, aujourd'hui, pour moi, mon plus grand accomplissement, c'est de me lever le matin puis d'avoir envie de faire ce que je fais. Une question un peu plus sérieuse pour toi, Annie. Ouais. Toi qui as exploré le marketing de fond en comble, dirais-tu que les stéréotypes sur les femmes sont beaucoup influencés par la manière dont elles sont représentées dans les médias? Je pense que de jeter l'huile sur strictement les médias, ça serait d'allumer un feu qui serait un peu, disons, qui mettrait de la poudre aux yeux. T'sais. Pour moi, les médias, c'est une chose, mais les médias, c'est la résultante puis c'est le miroir d'une culture. Mm.
Donc, si comme organisation, on n'est pas capable de mettre, par exemple, des conseils d'administration paritaires, ou si on ne fait que prendre en interne qui soient des hommes, par exemple, ben, on encourage ce stéréotype-là. Personnellement, j'ai jamais été dans un environnement où j'ai senti qu'en tant que femme, j'étais lésée. Absolument pas. Moi, je crois beaucoup à l'égalité à travers les compétences. C'est-à-dire que moi, là, sur une page donnée, je fais un petit peu abstraction de qui est devant moi. Ce que je regarde, c'est qui est la meilleure personne pour mener à bien ce projet-là. Toute autre chose étant égale par ailleurs. C'est-à-dire quelles sont les chances qui leur ont été données aussi. C'est-à-dire que si je vois une femme, par exemple, qui n'aurait pas progressé du fait qu'elle soit femme dans son poste, mais qui m'apparaît avoir les mêmes compétences, peut-être que je vais les considérer différemment. Mais pour moi, la compétence est à la solde de tout ça. Mais moi, je pense que pour répondre à ta question, Evelyne, c'est vraiment une question pour moi de culture d'entreprise, de culture générale. Puis c'est nous, comme individus, comment on passe le message. Donc, pour moi, par exemple, nous, à la maison, moi, j'ai 2 filles. Donc, on s'emploie à, ben, c'est pas parce que tu es une fille que tu peux rien, qu'il y a des choses que tu peux faire différentes des autres, que tu n'es pas moins qu'un garçon, tu n'es pas mieux qu'un garçon, tu es juste pareil. Puis, je suis allée visiter récemment une école avec ma plus vieille qui s'en va au secondaire l'an prochain. Puis, je ne vais pas nommer l'école. Je vais juste dire que dans l'école, il avait fait une salle pour les filles, puis il avait fait une salle pour les garçons. Et ça m'a profondément choquée. Assez que j'ai dit à ma fille, on ne tirera pas là. C'est un collège privé. Tu sais, une salle de filles avec. Ils faisaient du maquillage, puis des petits coussins en fourrure. Dans la salle des gars, c'était des rampes de skate. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Franchement. On est-tu là en 2020 que ça existe encore? Et pour eux, c'était une fierté. Quand on va avoir des gens comme ça qui vont encourager ces stéréotypes-là, qui prennent vraiment, je pense, qui prennent forme beaucoup à l'adolescence, on va lutter contre un méchant gros démon. Mais tu sais, on peut comparer justement l'école secondaire, on peut comparer avec le mouvement Jupe pour tous, que c'est des gars d'école secondaire qui ont initié ça, puis justement, ça a pu prendre de l'ampleur grâce à Instagram, grâce à TikTok, grâce aux réseaux sociaux. Fait que c'est sûr, il y a les deux côtés, mais il faut jamais oublier que c'est pas parce qu'il y a eu un mouvement que c'est pour acquis que en arrière, ben, il n'y a pas d'autres situations comme tu l'as décrite, puis honnêtement, moi, je suis vraiment choquée par ça. Moi, j'étais très choquée, puis tu sais, nous, on est à la maison, puis on parle d'égalité homme-femme, mais pour moi, c'est de l'égalité aussi à travers nos relations amoureuses. On n'a jamais dit aux enfants, aux filles, les jours où tu auras un chum. Ça a toujours été le jour où tu auras un chum, le jour où tu auras une blonde, puis tu auras les deux. Tu sais, je veux dire, tu sais, on disait à ma fille, par exemple, ben non, si un garçon, lui, il aime ça, c'est avec des jupes, puis se met du maquillage, pourquoi il pourrait pas y aller dans la pièce? Mais non, parce que c'est la pièce des filles. Puis moi, j'étais outrée, là. Mais ça faisait pas tant. Mon chum était comme, mais calme-toi. On était avec d'autres parents. J'étais comme, mais voyons, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis on était en 2019, puis c'est une école privée. Ça reste qu'au final, c'est notre rôle comme spécialiste du marketing, notamment, ben, d'étiqueter ça, tu sais, de dire, ben, tu sais, je me souviens d'une pub que mes étudiants m'avaient montré de Axe, puis je suis comme, OK, ça fait comme 5-6 ans, puis aujourd'hui, tu montres ça, puis t'es trucidé sur la place publique, là, ça se fait plus en 2020. Tu sais, on peut plus montrer ce genre de pub, on peut plus réfléchir comme ça, comme marketeur. Mais donc, là, c'est par extension ce que nous, on doit faire aussi. Là. Ça me fait soulever une question. Je sais pas si tu vas savoir répondre, mais comment ça se peut que même des fois encore aujourd'hui, il y a des erreurs de ce type-là, là, des pubs que tu fais, ben voyons donc, ça se peut pas. Comment ça se peut que ça passe? Qu'il y a un brainstorm, que c'est comme un mystère, ça ça. Ça, c'est comme un mystère sans fin. Je pense, on pense à Dove notamment. Là. On pense à H&M aussi, qui n'avait fait une qui n'avait pas de sens il y a 2 ans avec des enfants. Je pense que l'erreur est humaine. Moi, j'ai une foi inébranlable dans l'humanité. Là. Je me dis qu'un jour, on va tous s'en sortir. Mais je me dis que dans le pipeline des décisions, je pense que la personne avait tellement pas dans sa tête associé ça. Par exemple, justement, la notion de H&M, c'était des t-shirts pour enfants. Puis je pense que j'ose espérer que la personne l'a vraiment pas vu en se disant, ben, moi, peu importe, c'est pas grave, sont tous égales. Mais ce que la personne n'a pas considéré, je pense, c'est les sensibilités des autres. Je pense que c'est ça aussi comme marketeur. Il ne faut pas juste prendre ce que nous, on a, mais envisager la sensibilité qu'on peut apporter aussi. Tu sais, Black Lives Matter, c'est ça. Puis
tous les mouvements sur l'égalité aussi, c'est de considérer les autres et de considérer la sensibilité des autres. Moi, ce que je pense que dans ces cas-là particulièrement, je pense qu'on oublie de se mettre dans les chaussures de l'autre. Vu qu'on est tous des étudiants, qu'on se cherche un emploi dans un marché du travail hyper compétitif, je me posais la question de savoir si tu pouvais nous parler de l'importance du marketing personnel. Maintenant, le marketing personnel, c'est le nerf de la guerre. Puis ça commence, savez-vous, ça commence les bancs d'école. Parce que moi, comme professeur, on m'approche, pas professeur, mais d'enseignement, pardon, on m'approche pour faire des recommandations pour la maîtrise. Si vous n'écoutez pas dans ma classe, si vous niaisez, si vous avez des mauvais résultats, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? J'aurais pas envie de vous la faire, la recommandation. Ou, worst case scenario, parce que des fois, vous m'envoyez j'ai des recommandations qui sont faites que vous ne voyez pas. Ça m'est arrivé de faire des mauvaises recommandations puis que l'étudiant ne l'a jamais vu. J'ai dit oui. Ben oui. Tu sais, les étudiants m'approchent alors que dans ma classe, ils n'écoutaient pas ou ils n'ont pas eu des bons résultats. Mais parce que Annie est cool. Tu sais, Annie a dit oui, Annie a dit oui. Mais ça ne veut pas dire que l'autre côté, je vais faire une bonne recom. Là. En tout cas, je vais mettre un bémol très, 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 très certainement. Encore une fois, je crois en l'être humain. Fait que souvent, ce que je dis, c'est que j'espère qu'il a su évoluer dans son attitude ou des affaires de même. C'était arrivé, je n'ai vraiment pas fait beaucoup. Puis le marketing personnel, là, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Il faut arriver à l'entreprise, il faut être capable. Tu dis comment se placer sur les médias sociaux. Ben, un profil LinkedIn, là, c'est pas Annie Guérard, maître d'enseignement nécessairement. Là, vous allez voir tous les titres en ce moment, ça change tout sur LinkedIn. Ils donnent tous des noms un peu craqués. Là, stratège. J'ai vu gardien du positionnement cette semaine. Je me dis, oh mon Dieu, moi, je suis pas encore là. Mais la petite phase de présentation, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi quand je l'ai mis. Donc, déjà, d'avoir un profil LinkedIn très, très solide. Maintenant, pour Facebook, je te dirais que ça dépend des entreprises. Moi, je vais pas parce que je juge que c'est dans la sphère privée puis que j'essaie de tracer une ligne entre la sphère privée et la sphère publique. Par ailleurs, j'ai pas d'étudiants qui sont mes amis Facebook. Je vous aime beaucoup. Je suis votre prof, je suis pas votre ami. Donc, si on devient amis dans le futur, peut-être, mais là, en ce moment, non. Donc, j'accepte pas mes étudiants sur Facebook, mais sur LinkedIn avec très, 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 très grand plaisir. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tous les étudiants qui nous regardent en ce moment, qui souhaitent se lancer dans une carrière en marketing? Mais je ne vais pas le dire pour les étudiants qui se lancent dans une carrière en marketing particulièrement. Puis oui, c'était ça, cette question-là exactement dont je parlais, que j'avais hâte que tu me poses. Parce que quand je vous disais, moi, j'avais ma carrière secondaire en conseil d'orientation, je dis une seule chose à mes étudiants, mais je dis toujours la même chose. Commencez par ce qui vous branche dans la vie. Là, je dis pas, j'aime mieux la comptabilité de gestion que la comptabilité en fiscalité. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que t'aimes-tu faire de la bouffe? T'aimes-tu les voitures? J'avais un conférencier que j'invite dans mes groupes de MBA, qui est un des anciens collègues de MBA à Sherbrooke. Puis lui, ce qu'il disait, c'est moi, je cherche des passionnés. Parce que le passionné de mon produit, puis le passionné de ce que je fais, eux, ils font des logiciels de simulation hyper sophistiqués pour les automobiles ou pour plein d'industries en haute technologie. Moi, je veux quelqu'un qui trippe. Parce que la personne qui trippe le soir, elle va lire encore des articles sur l'industrie. Puis la personne qui trippe, ça ne lui dérangera pas d'aller dans le show, puis dans le foire commercial, puis de le marcher, puis elle va aller chercher de l'information, puis elle va toujours être en train d'énicher les tendances parce qu'elle aime ce qu'elle fait foncièrement. Donc, c'est un peu ça que je dis à mes étudiants, c'est commencez par ce que vous aimez, puis vous forgerez une carrière autour de ça. Merci infiniment à Annie et à Antoine d'avoir été là avec moi aujourd'hui et d'avoir amené des points hyper intéressants sur l'importance des médias, la place des femmes, etc. Et sur ton histoire, Annie, ton parcours. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci Evelyne, merci Antoine. Merci.